Si vous le permettez, c'est que je vais faire une petite présentation évidemment du retour un peu de la police judiciaire, en tout cas en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité. Je vais vous faire un petit cas d'espèce sur un des faits que nous avons eu à connaître cette année et vous parler un peu de nos enjeux et avoir un petit mot de conclusion. En ce qui concerne le regard de l'OFAC sur l'année qui vient de s'écouler, trois éléments. Alors j'aurais pu vous parler des rançongiciels. On est sur une menace toujours persistante et en 2004, on n'échappe pas à cette vague d'attaques par rançongiciel. On est à peu près sur les mêmes volumes que 2023. On atteindra, je pense, à peu près 400 saisines au cours de l'année 2024. Nos chiffres sont en cours de consolidation. Mais cette année, je voulais quand même mettre un accent sur les stealers. Pour nous, en tout cas, un enjeu considérable. Parce que d'abord, c'est une technique d'introduction dans les systèmes d'information qu'on constate de plus en plus. Et pour rebondir, ce qui a été dit tout à l'heure sur les espaces numériques de notre travail, et notamment les attaques qui ont été menées au cours de l'année 2024, on a constaté l'utilisation de ces info-stealers, finalement, pour pouvoir aussi pirater. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait que par de l'hameçonnage, on l'a utilisé aussi, les info-stealers, notamment avec les jeux en ligne, où finalement, les gens, pour gagner des jetons, pour gagner des gains, pour gagner des facilités pour l'avancée des jeux en ligne, téléchargeaient des jeux et en fin de compte, il y avait le malicieux à l'intérieur, et notamment un stealer qui permettait de récupérer les logins et mots de passe. Et c'est comme ça aussi que bon nombre de comptes sur les espaces numériques de travail de l'Éducation nationale ont été piratés. Nous, on est saisis le 20 mars 2024 sur les espaces numériques de travail. On a un premier fait sur Saint-Malo, si je me souviens bien. Et en 8 jours, on recense 161 victimes. Donc on voit aussi l'amplification grâce au vecteur Internet et vecteur cyber que, évidemment, ces faits peuvent produire. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence pour nous, notamment en matière d'organisation des forces de sécurité intérieure, parce que lorsque vous avez une telle menace, notamment quand vous avez des vidéos de décapitation, eh ben, vous allez prendre la menace au sérieux, vous allez engager des effectifs, vous allez évacuer l'établissement, vous allez mettre un périmètre de sécurité, vous allez faire passer les chiens explosifs et vous assurer. Et donc, vous allez avoir une multiplication finalement de ces phénomènes-là. Donc ça, c'est quelque chose qui nous importe. Regardez aussi les menaces qui ont été envoyées sur les aéroports, qui ont été pendant un moment, on a évacué les aéroports, on a stoppé le trafic aérien pendant plusieurs heures, parce qu'il y avait des messages de menaces qui ont été transmis. Le deuxième aspect que je voulais évoquer avec vous, c'était évidemment les effets de la cybercriminalité distribuée. Ce n'est pas devant un panel de spécialistes comme vous que je vais vous apprendre qu'on est passé d'une criminalité d'initié à une criminalité généralisée. Ça a été dit plusieurs fois. On est face à des gens qui, aujourd'hui, sont en plus renforcés dans cette logique-là avec le système d'affiliation. C'est-à-dire qu'on va multiplier finalement les acteurs. Donc, voilà. Moi, je veux simplement qu'on dépasse, au regard de l'année 2024, cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà. Ce qu'on constate, nous, services d'enquête, c'est qu'au-delà des méthodes classiques de cybercriminalité, on va avoir recours à des techniques de criminels classiques. À partir de la cybercriminalité, on va faire des extorsions, des séquestrations directement à domicile. On a eu un cas d'espèce comme ça, récent, où finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un créateur de jeux en ligne qui avait l'infrastructure chez lui, et donc ils sont allés jusqu'à chez lui pour récupérer l'infrastructure, sous la menace évidemment d'une arme. Ils ont aussi demandé des extorsions. Et regardez ces derniers jours, ce qui s'est passé notamment, qui interroge quand même, c'est l'enlèvement, la séquestration du cofondateur de Ledger. Donc on va dépasser, je pense, ces phénomènes-là. On sait aussi qu'avec la généralisation et les systèmes, en tout cas parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à se faire et ça intéresse nos criminels classiques. Donc sur les effets de la criminalité donc, distribuée, donc toujours dans cette logique-là, on va avoir des équipes de blanchisseurs. On va avoir des gens donc, qui vont s'adonner à de la séquestration, à éventuellement de l'extorsion, avec des profils qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc on va avoir des techniques d'investigation qui ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, services d'enquête, on va avoir la nécessité d'avoir une pluralité, des divergences, en tout cas, des techniques d'enquête qui vont être différentes que celles qu'on pouvait utiliser uniquement lorsqu'on s'adonnait à la lutte contre les rançongiciels. Donc ça, c'est un phénomène qui me semble important. Donc on a ces cybercriminels avec des niveaux informatiques plus ou moins intéressants. Enfin, quand on parle d'un mineur de 17 ans qui s'amuse parce qu'il trouve ça très drôle d'engager des forces de sécurité, de faire évacuer les établissements, on est quand même loin du créateur du rançongiciel. Donc voilà. Mais en tout cas, on a tous ces phénomènes qui sont sans conséquence, qui ne sont pas sans conséquence pour l'État. On a aussi une diversité de victimes.
D'accord, ça c'est une évidence, ça touche tout le monde, on le sait tous, les particuliers, les entreprises, les petites, les grandes, les artisans, les professions libérales. Donc ça aussi c'est quelque chose qui pour nous a un impact parce qu'évidemment l'approche vis-à-vis des victimes n'est pas la même en fonction de la victime à laquelle on va avoir affaire. Donc ce qu'on va faire aussi sur ce qu'on a pu faire sur 2024, c'est essayer d'accentuer l'action judiciaire préventive. On va travailler évidemment sur la coopération internationale. On va essayer de développer le maximum des méthodes de travail, une certaine harmonisation, une standardisation des enquêtes qu'on va mener avec nos partenaires européens et au-delà de l'Europe pour faciliter le travail de rapprochement et de recoupement des indices de compromission. Ça, c'était quelque chose extrêmement intéressant parce que finalement, on va gagner du temps en efficacité parce que c'est bien d'avoir des fichiers, c'est bien d'avoir des éléments techniques. Encore faut-il être en capacité de pouvoir les échanger rapidement, d'où la nécessité aussi d'avoir une qualification sûre, une source sur les indices de compromission qu'on peut avoir. Et puis oui, on s'attaque aux moyens capacitaires de ces groupes cybercriminels. Bien sûr qu'on ne va pas identifier, interpeller des gens qui sont à la tête des groupes de rançongiciels, parce que souvent ils sont dans des États qui sont plutôt protecteurs. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi travailler sur leurs moyens capacitaires. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme VPN? Des serveurs de chat, qui va nous permettre d'avoir des informations. On va travailler sur tout ce qui vont être utilisés, tous les outils qui vont lui permettre finalement de procéder à des attaques informatiques. On va les fragiliser, on ne va pas forcément, et ça a été dit tout à l'heure sur Logbit, c'est-à-dire qu'on va fragiliser l'édifice, on va porter atteinte aussi à la réputation du groupe de ransomware, d'accord? Et ce qui va évidemment peut-être les envoyer évidemment dans d'autres groupes, mais ça va aussi, à un moment ou à un autre, limiter le nombre d'attaques. Juste un petit cas sur une affaire de rançongiciel classique finalement. On se retrouve sur une attaque sur une entreprise à Toulouse. Petite entreprise, hein. Il y avait 7 salariés dans cette entreprise, fermeture de l'entreprise, rançongiciel qui met à mal la victime. Finalement, qu'est-ce qu'on voit? On arrive, grâce à la centralisation, à identifier 35 victimes en France, avec des profils complètement différents. Quand je vous disais qu'on avait affaire à des victimes très diverses, vous voyez, on a des particuliers, on a du secteur privé, on a des collectivités territoriales. Il faut être en mesure de catalyser toutes ces informations-là. D'où la nécessité de centraliser. C'est ça qui est extrêmement important. On a aussi, grâce à la coopération internationale, on peut dialoguer, on a les éléments qui vont nous permettre, grâce notamment à Europol, de pouvoir échanger et pouvoir identifier d'autres pays qui ont été victimes de ce rançongiciel. C'est comme ça qu'on a pu avoir accès avec la Suède, on a eu l'Allemagne, on a eu les Pays-Bas, l'Espagne de mémoire et l'Italie. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont nous permettre finalement de donner de la densification au dossier judiciaire, et lorsqu'il va passer devant la justice, évidemment, on n'est pas uniquement sur 35 victimes, mais on va avoir un nombre de victimes beaucoup plus conséquent, avec un préjudice cumulé beaucoup plus important. Ensuite, on va faire du recoupement, et c'est là qu'il faut absolument avoir une harmonisation de nos pratiques, parce que si on ne garde pas tous les mêmes indicateurs de compromission, évidemment, ça va être difficile. Et si on n'arrive pas à les sourcer, judiciairement, ce sera difficile de les vendre en contradictoire devant un bon avocat qui sera financé par les groupes cybercriminels. On identifie l'IP, on arrive à remonter, on arrive à identifier le lieu où les attaques se menaient, ça visait principalement les NAS. Et puis donc on a une opération qui est menée, une opération d'interpellation qui est menée en Roumanie, perquisition, récupération. L'individu, lorsqu'on est arrivé, finalement on est arrivé avec les forces de sécurité roumaines, et finalement était sur son ordinateur en train de commettre des attaques informatiques, donc ce qui permettait de concrétiser son intervention dans ce rançongiciel. Et puis ça nous a permis de récupérer un peu d'argent et surtout de récupérer des clés de déchiffrement. Donc c'est une affaire qui, dans sa volumétrie, n'est pas la plus importante. On n'est pas sur le démantèlement du groupe Logbit, d'accord, mais en tout cas sur un rançongiciel, dans une logique d'affiliation, avec quelque chose de très ciblé, on arrive à avoir une réponse assez précise, assez intéressante en tout cas sur un démantèlement. Quels sont les enjeux en 2025 ? Je vous en ai mis comme ça, et je voudrais juste ça va plus être des questions que des affirmations, mais d'abord, il nous faut déjouer plus d'attaques. C'est la meilleure façon, et ce n'est pas aux spécialistes de la cybersécurité qui vont me contredire, il faut absolument empêcher les attaques informatiques. C'est notre meilleur moyen pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité, j'en suis convaincu. Donc il faut avoir ces échanges, nécessairement, cette approche 360 degrés que nous défendons, c'est-à-dire pas forcément avoir la lutte contre la cybercriminalité d'un côté et le monde de la cybersécurité de l'autre. Il faut absolument que ces deux mondes se parlent, de ma présence ce soir avec vous. Amplifier évidemment les actions de formation, de sensibilisation. On le sait, on arrive à travers nos enquêtes à établir des vecteurs d'infection. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être largement diffusées pour éviter finalement que de mêmes méthodes produisent les mêmes effets. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous semble important. Et donc, on est toujours dans cette logique de pouvoir récupérer des éléments et essayer de déjouer des attaques. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de services
européens se sont renforcés dans la lutte contre les rançongiciels et contre les attaques informatiques. Et finalement, grâce aux techniques d'enquête qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire en termes clairs, on met de l'interception, on met de la captation sur les architectures informatiques, on arrive à récupérer des éléments techniques et avant que l'attaque se produise, finalement, on arrive à obtenir bon nombre d'éléments qui nous permettent d'empêcher une attaque. C'est-à-dire quand on voit que dans la base informatique qu'on est en train de travailler, il y a des entreprises françaises qui sont visées, bien évidemment, on va prendre la tâche avec elles pour s'assurer qu'elles ne sont pas victimes d'une attaque en cours, et ce qui évite évidemment d'avoir la surprise un week-end, d'avoir tout son système d'information chiffré. Après, il y a le sujet de la communication, ça a été abordé avant mon intervention, et je pense que c'est un vrai sujet pour nous. D'abord, les fausses alertes. Fin d'année, un grand acteur français de l'informatique, qui commence par un A, qui finit par un S, fait l'objet d'une information comme quoi il fait l'objet d'une attaque. Grosse campagne médiatique, d'accord ? Le démenti, c'est le 3 janvier 2025. La campagne médiatique, force est de constater qu'elle a moins de résonance. Ça aussi, c'est un enjeu. Je pense qu'il faut collectivement qu'on réfléchisse à savoir comment est-ce qu'on ne doit pas imposer quand même, dès lors qu'on annonce une information qui se révèle négative, qu'est-ce qu'on pourrait imposer pour dire non, mais voilà, il faut assurer le démenti. Parce qu'évidemment, ce n'est pas sans conséquence pour les entreprises. Souvenez-vous, l'annonce qui avait été faite en 2021, alors je remonte un peu par rapport à 2024, mais en 2021, je vais faire finalement comme Jérôme Billois, je remonte un peu plus en arrière, permettez-moi, en 2021, où le ministère de la Justice faisait l'objet d'une attaque informatique. Ça avait été annoncé. Finalement, on se rend compte, après vérification, donc on engage du monde, on fait des vérifications au système d'information, tout ça évidemment engageant pour les services qui sont jetés en pâture sur les forats cybercriminels. Finalement, c'était un cabinet d'avocats qui avait été touché, qui effectivement avait des procès-verbaux, mais ce n'était pas le ministère de la Justice lui-même. Mais évidemment, ça avait engagé évidemment bon nombre d'éléments nous concernant. Faciliter les recoupements opérationnels, c'est ce que je vous disais, il faut absolument qu'aujourd'hui, tous les pays avec lesquels nous travaillons, des pays importants, essentiels, parce qu'ils hébergent notamment énormément d'infrastructures, ne sont pas au même niveau que certains pays d'Europe. Et notamment au niveau de la France, où force est de constater qu'on est plutôt bien placé en termes d'organisation dans la réponse judiciaire qu'on fait aux attaques informatiques. Et donc, même si on arrive à développer avec des pays qui sont à peu près dans la même dynamique, il faut encore étendre notre coopération pour pouvoir gagner encore la confiance d'autres acteurs et encore être plus efficace dans la lutte de la cybercriminalité qui nous est confiée. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Il faut absolument qu'on engage, il faut poursuivre avec le monde de la cybersécurité, il faut qu'on échange davantage. On n'a pas les mêmes méthodes de travail. Je sais que sur les chiffres, on n'a pas forcément la même approche. Je sais que sur les éléments, on n'a pas forcément la même approche. Nous, on est obligé, évidemment, parce qu'on est soumis au contradictoire après devant les magistrats, d'avoir des méthodes de travail qui sont prévues par le Code de procédure pénale. Mais je pense qu'on a tous ensemble, en tout cas, la possibilité encore d'échanger davantage au niveau national et évidemment avec d'autres pays à l'international. Et puis, il y a l'idée de l'acceptation du risque cyber. Je pense que c'est un vrai sujet. Si je me replonge sur l'attaque des espaces numériques de travail de l'éducation nationale, on a un individu, on a 161 victimes. Ce travail de recensement, il ne se fait pas en une heure. Bien évidemment, ça nécessite beaucoup de travail, ça demande un travail de réquisition, il y a un travail de rapprochement mené par les enquêteurs. Pourtant, on le sait que ce phénomène, il est là, il est porté médiatiquement, on a le même message, on a le même mode opératoire, et pourtant, on continue à évacuer les établissements scolaires. Pourtant, on sait on l'a démontré dans d'autres affaires, que finalement, c'est une fausse menace, c'est une vraie menace, mais qui n'a pas abouti, il n'y a pas d'explosif dans les toilettes de l'établissement, et pourtant, les autorités décident d'évacuer. Et je pense que ça, c'est une question d'acceptation du risque. Et je pense que là aussi, il y a des sujets à porter pour convaincre aussi nos autorités qu'il y a un moment, il faut aussi accepter le risque. On est bon dans l'anticipation du risque, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, je pense que tout le monde peut s'en satisfaire. On est bon sur la gestion, on a quand même des méthodes de travail qui nous permettent de pouvoir répondre aux enjeux qui nous sont confiés. En revanche, sur l'acceptation, je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions encore sur lesquelles on doit se poser pour pouvoir être au rendez-vous. Comme je vais respecter le temps, juste la conclusion, c'est nous, on réfléchit plutôt sur une approche triangulaire de la lutte contre la cybercriminalité. Collective, l'approche 360 degrés que je vous ai décrite. Je pense que c'est essentiel. Elle doit être centralisée,
Si on éparpille l'information opérationnelle, bien évidemment, on va perdre en efficacité. On le voit à travers des pays, notamment des pays européens fédéraux, qui ont une multitude de bases, mais qui n'ont pas de services centraux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que la centralisation est quelque chose d'extrêmement important. Et le dernier point, évidemment, c'est la dimension internationale qui est indispensable pour être efficace dans la mission qui nous est confiée. Je vous remercie.